Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'ANOVA 1. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une ANOVA 1? Une ANOVA, de manière générale, qu'elle soit 1, 2, ANOVA mixte, etc., dont on parlera plus tard, une ANOVA, c'est l'analyse de la variance. Ça vient de l'anglais « Analysis of Variance » et donc ça signifie littéralement « analyse de la variance ». La variance, j'ai remarqué, est un terme qui est souvent assez mal compris de la part des étudiants, alors que c'est un terme central en statistique et c'est un terme d'ailleurs qu'on utilise tout le temps en permanence. Il est toujours question de variance d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, je vous ai fourni un petit cas. Alors, ici, nous avons trois variables que nous allons utiliser. La première, c'est trois-ci. La première, c'est donc la satisfaction au travail. Donc ici, c'est des données purement fictives. Je ne me suis pas basée sur un questionnaire. Donc l'idée, c'est que tous les répondants, donc toujours 50 répondants, ont des résultats compris entre 1 à 10. 1 étant une satisfaction au travail vraiment extrêmement faible et 10 étant la satisfaction au travail maximale. Le score maximal qu'on puisse avoir. Donc première variable, qui est donc une variable quantitative. La deuxième variable avec laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est le contrat de travail. Donc, les individus ont soit un CDI, soit un CDD, soit sont en intérim. Et enfin, la taille de l'entreprise. Donc, les individus sont soit dans une petite, soit dans une moyenne, soit dans une grande entreprise. Donc, voilà les trois variables qui vont nous occuper aujourd'hui. Celle-ci est donc quantitative, tandis que les deux suivantes sont des qualitatives, toutes les deux à 3 niveaux. Il y a 3 types de contrats et il y a 3 types de taille d'entreprise. Bon, alors je reviens à l'ANOVA. Pour faire une ANOVA, déjà, on ne fait une ANOVA que quand on a une variable dépendante quantitative, ce qui est mon cas ici, parce que ma variable dépendante ici, c'est ma satisfaction au travail. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre comme phénomène, c'est la satisfaction au travail. Comment est-ce que je peux expliquer la satisfaction au travail? Qu'est-ce qui peut prédire qu'un individu sera hautement satisfait ou hautement insatisfait de son travail? Donc c'est bel et bien ma VD ici, qui est donc quantitative. Donc l'ANOVA, c'est une VD quantitative, et dans le cas de l'ANOVA 1, c'est une VI qualitative. Alors l'idée, c'est que quand on travaille avec des ANOVA, les variables indépendantes, qu'on en ait une ou 15, je schématise un petit peu, elles seront toujours qualitatives. Donc on explique une variable dépendante quantitative avec une ou plusieurs variables indépendantes qualitatives. Donc l'ANOVA est l'analyse statistique adéquate à réaliser en cas de VD quanti et VI qualitative. Ici on parle d'une ANOVA 1 parce que l'idée c'est qu'on va avoir une seule qualitative, une seule VI. Donc, ça veut dire que je vais soit tenter d'expliquer la satisfaction au travail par le contrat de travail, soit expliquer la satisfaction au travail par la taille de l'entreprise, mais je ne vais pas utiliser les deux variables indépendantes pour expliquer la satisfaction au travail. Pas en même temps. Donc, je vais faire deux ANOVA 1. Si je les prenais en même temps, ce serait une ANOVA 2. Voilà, donc ça c'est une ANOVA 1. Une seule VI. VI qu'on appelle aussi dans le cas de l'ANOVA critère de classification ou facteur explicatif. Donc une ANOVA 1, c'est une ANOVA avec une seule VI, un critère de classification. Pour faire une ANOVA, il y a 3 étapes à respecter. La première étape, c'est l'étape de vérification des conditions d'application. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire une ANOVA, afin de pouvoir la faire et pouvoir l'interpréter, il faut dans un premier temps vérifier qu'on peut la faire, c'est-à-dire qu'elle respecte des conditions d'application. Petite parenthèse de vocabulaire, on parle de conditions d'application, mais on peut également parler de hypothèse préliminaire ou d'hypothèse sous-jacente. Les 3 termes signifient exactement la même chose. Dans les 3 cas, ça désigne ce qu'on doit faire avant de pouvoir réaliser, de pouvoir interpréter une ANOVA. Donc je répète, conditions d'application, hypothèse préliminaire, hypothèse sous-jacente. C'est la même chose. Donc, notre première étape,
c'est-à-dire vérifie les conditions d'application, est elle-même constituée de 3 sous-points. Lorsqu'on fait une ANOVA, il faut vérifier, première condition d'application, le test de Levené, c'est-à-dire vérifier que les variances sont homogènes. Alors, pour vous parler justement de l'homogénéité des variances, je vous ai fait un petit boxplot. L'homogénéité des variances. Alors, quelque chose de très important. Quand on parle de tester l'homogénéité des variances, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est sous-entendu, les variances des différents groupes. Donc ici, j'ai fait un boxplot qui représente la satisfaction au travail, donc ma VD quantitative, en fonction du contrat de travail du travailleur. Donc, est-ce que le travailleur a un CDI, un CDD ou est en intérim? J'ai donc 3 groupes. Mon boxplot me montre les dispersions de ces 3 groupes. On voit que les 3 groupes ont le même score minimum, mais on voit qu'ils n'ont pas le même score maximum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici je vois que ceux qui sont en CDI ont une dispersion plus faible que ceux qui sont en CDD, qui eux-mêmes ont une dispersion plus faible que ceux qui sont en intérim. Donc, par dispersion, j'entends quoi? J'entends l'écart entre le minimum et le maximum. Au plus l'écart entre le minimum et le maximum est élevé, et au plus ma dispersion sera grande. Une grande dispersion signifie tout simplement une grande variance. Une petite dispersion signifie une petite variance. Alors, je reviens à mes conditions d'application. Nous, ce qui est important, c'est quoi? C'est pas que la variance elle soit grande ou petite. Nous, ce qui nous importe, c'est que au travers des différents groupes de ma VI, donc ici nos 3 groupes, on ait grosso modo la même variance. Donc une dispersion, une variance qui n'est pas exagérément différente. Alors, le problème des graphiques, c'est que malheureusement, on ne peut pas décider est-ce que les variances ici sont homogènes, est-ce que grosso modo on a la même dispersion entre nos 3 groupes. Une méthode graphique, ça ne suffit pas. Ça peut nous donner un avis et surtout, au niveau de la compréhension, ça aide énormément. Mais pour pouvoir décider si oui ou non mes variances sont homogènes, il faut un test statistique. Et c'est là que le test de Levené entre en ligne de compte. Donc ici, le test de Levené est un test F, le test F, donc Fisher, donc qui va s'intéresser à l'homogénéité des variances. Donc au moyen d'un test F, le test de Levené, on va pouvoir avoir une p-valeur, et c'est la p-valeur qui va nous permettre de trancher si oui ou non mes variances sont homogènes ou pas. Donc pour rappel, ici la p-valeur elle est supérieure à 0,05, cela signifie que l'on ne rejette pas H0. Et H0 c'est l'hypothèse d'égalité, donc l'hypothèse d'égalité entre les variances. Donc ici mon test statistique ne me permet pas d'affirmer qu'il y a une différence entre mes variances, donc conclusion, si on ne peut pas affirmer qu'elles sont différentes, c'est qu'on accepte l'idée qu'elles soient égales, donc homogènes. Donc le test de Levené, il doit absolument être supérieur à 0,05 au niveau de la p-valeur. Ça, c'est la première condition d'application. Ce qu'on fait lorsqu'il y a un problème dans les conditions d'application fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, on observe que c'est OK, que la condition d'application d'homogénéité des variances est vérifiée, est respectée, donc on passe à la suite. La deuxième condition d'application pour l'ANOVA, c'est la normalité des résidus, ou la normalité des données. Alors typiquement, on la vérifie avec un graphique, là par contre on n'a pas de méthode plus fiable entre guillemets, donc on la vérifie au moyen d'un graphique. Ici j'ai fait un QQ-plot des résidus de la variable satisfaction au travail. Alors un QQ-plot c'est quoi? C'est ce graphique où on a une droite comme ça, qui en fait représente la courbe de Gauss, la courbe en cloche. Et à partir du moment où mes points qui correspondent à mes données collent plutôt bien à cette droite, alors ça signifie que la normalité des résidus est respectée. Donc ici c'est le cas. Alors pour tester la normalité des résidus, on peut faire un QQ-plot, ce qui pour moi est toujours l'idéal. Maintenant il y a une autre méthode qui existe, c'est tout simplement l'histogramme. Le problème de l'histogramme, c'est que
il vaut mieux éviter d'en faire un en dessous de 50 données. Ici, moi, j'en ai 50 tout pile, donc je suis un peu à la limite. Parce que le problème des histogrammes, c'est qu'en dessous de 50 données, ça ressemble vraiment à rien. Et vous voyez qu'ici, effectivement, c'est pas terrible. Quand on voit ça, on pourrait sérieusement se demander si oui ou non la condition est vérifiée alors qu'elle l'est. Bon, grosso modo, on voit quand même qu'on a une cloche. Certes, on a peut-être moins de données ici du côté gauche, mais grosso modo, voilà, on a grosso modo une courbe de Gauss. Donc ici, on peut dire également que la condition de normalité des résidus est respectée. La troisième hypothèse n'est pas vraiment une hypothèse, enfin si, oui et non, mais en tout cas, elle ne demande pas spécialement de vérification statistique, c'est simplement l'idée que les données doivent être indépendantes entre elles. Donc en fait, ça signifie deux choses. Premièrement, ça signifie que nos données ne sont pas pairées. On a bien des données qui sont indépendantes. Donc, si on a des données pairées, ce qu'on appelle des mesures répétées, ou des données appariées, alors là, il faut faire une ANOVA pour mesure répétée, tout simplement. Donc, on n'a pas des données pairées, nos pairées sont bien indépendantes entre elles, très important forcément, sinon il faut changer de test. Et l'idée aussi de l'indépendance des données, c'est de simplement s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème au moment du déroulement expérimental. Je vous donne un exemple. Si vous faites passer un test à des participants, mais qu'il y en a un qui part et que dans la salle d'attente, là où il y a plusieurs participants qui n'ont pas encore passé les tests, vous avez votre participant qui vient de finir, qui dévoile l'objet en fait de l'étude. Là, vous avez un problème parce que du coup, il n'y a pas indépendance des données. Parce qu'il risque d'influencer, il risque d'induire un biais. Mais du coup, là, j'ai envie de dire que si vous en arrivez là, votre étude, elle est foutue. Point. Donc, l'indépendance des données, normalement, c'est vraiment juste le fait que nos données ne sont pas pairées. Parce que s'il y a un autre problème de ce type-là, où il y a une contamination, où il y a eu un participant qui a révélé des choses à d'autres participants, là, vous devez tout simplement tout refaire. Ça n'a pas de sens d'en arriver à l'ANOVA à partir du moment où il y a déjà eu ça au moment de la récolte des données. Donc l'indépendance des données, c'est simplement les données ne sont pas pairées, les données sont indépendantes. Très bien. Voilà, donc ça, ce sont les trois conditions d'application de mon ANOVA. Donc je répète, l'homogénéité des variances qui se vérifie avec l'EVNE, la normalité des résidus qui se vérifie avec un QQ-plot ou avec un histogramme si on a plus de 50 données, et l'indépendance des données qui est simplement de dire que nos données ne sont pas pairées, elles sont indépendantes. Première étape validée. Ici, tout m'indique que je peux faire mon ANOVA. Du coup, je passe à la deuxième étape qui est interprétation de l'ANOVA. Alors, il s'agit de ce tableau-ci dans SPSS. Nous avons ici le titre du tableau, c'est Test of Between Subject Effects. Autrement dit, test des effets intersujets. Alors, intersujets, j'en parlerai beaucoup plus longuement lorsque je parlerai des ANOVA à mesure répétée. Intersujet, donc ça veut dire qu'il s'agit effectivement de mesures non répétées. Donc, on est dans une ANOVA pour des données indépendantes. Très bien. Et donc, ce titre-là indique que c'est effectivement une ANOVA. Dès que vous voyez Test of Between Subject Effects, vous savez que c'est une ANOVA. Nous avons donc ici la variable dépendante, satisfaction au travail. Et dans ce modèle, on a notre VI, contrat de travail. Alors, l'ANOVA nous dit ici, donc on a plusieurs colonnes, les sommes des carrés, les degrés liberté, le carré moyen, le test F de Fisher, qui est donc de nouveau un test F. Ce F, c'est vraiment le test d'analyse de la variance, la p-valeur et le état carré partiel. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la p-valeur. La p-valeur, pas n'importe laquelle, on prend naturellement celle du contrat de travail, qui est donc ma VI. Est-ce que le contrat de travail, donc, est-ce que le fait que l'individu soit en CDI, CDD ou en intérim, va avoir une influence significative sur la satisfaction au travail? Autrement dit, est-ce que la satisfaction au travail dépend du contrat de travail? La réponse est non. Ma p-valeur ici est non significative, parce que supérieure à 0,05. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus de 5% de chance de me tromper en disant qu'il y a une influence significative du contrat de travail sur la satisfaction de travail. Du coup, vu que j'ai plus de 5% de chance de me tromper, pour être exact, j'ai 29% de chance de me tromper en affirmant qu'il y a une influence. Donc clairement, il n'y a pas d'influence du contrat de travail
sur la satisfaction au travail. Ça veut dire que la satisfaction au travail est indépendante du contrat de travail. Ça n'a rien à voir. Le contrat de travail ne prédit pas la satisfaction au travail. La satisfaction au travail ne varie pas en fonction du contrat de travail. Donc ma p-valeur est non significative. Voilà pour la deuxième étape. Ici, vu qu'elle est non significative, on ne va pas plus loin. À partir du moment où je sais que mon ANOVA est non significatif, ça ne sert à rien. La troisième étape, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une deuxième ANOVA, c'est pour vous montrer ce qui se passe dans les deux cas. Donc ici, j'ai fait la première étape, condition d'application, j'ai vérifié que je pouvais effectivement faire l'ANOVA. Deuxième étape, j'ai fait l'ANOVA. L'ANOVA me dit que c'est non significatif, donc je conclus. Je conclus quoi? Je conclus que la satisfaction au travail ne varie pas significativement en fonction du contrat de travail. Point. Deuxième ANOVA. Alors, on recommence, donc c'est une ANOVA, donc on recommence condition d'application, le test de Levené, de nouveau, il est non significatif, la p-valeur est supérieure à 0,05, ce qui signifie que je ne peux pas affirmer qu'il y a une différence entre mes variances, donc mes variances sont bel et bien homogènes. Deuxième condition d'application, le QQ-plot. Alors vous voyez qu'ici il est un peu moins beau que le premier, mais grosso modo ça passe quand même. Il suit quand même assez fidèlement la droite, donc je peux bel et bien affirmer que j'ai une distribution normale des résidus. Deuxième condition d'application vérifiée. Troisième condition d'application, l'indépendance des données. Bien sûr, nous sommes de nouveau dans avec des mesures indépendantes, donc je peux faire mon ANOVA. Deuxième étape de l'ANOVA, je regarde mon tableau de l'ANOVA. Ici, je m'intéresse toujours à la satisfaction au travail, mais cette fois-ci, je m'intéresse à la taille de l'entreprise. Est-ce que la taille de l'entreprise va prédire la satisfaction au travail? La p-valeur m'indique que clairement, oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que, ici, la p-valeur exacte, si on la regarde, on a exposant moins 12, donc ça fait une probabilité très faible de se tromper. Donc ça signifie qu'on a vraiment moins d'une chance sur 1000, on est largement inférieur à ça, mais bon, soit. Moins d'une chance sur 1000 de se tromper en affirmant qu'il y a un effet, que la satisfaction au travail varie significativement en fonction de la taille de l'entreprise. Donc on a extrêmement peu de chances de se tromper en affirmant cela. C'est ça que la p-valeur nous dit. Donc p-valeur significative, donc la VD, la satisfaction au travail, varie significativement en fonction de la VI. Il y a une deuxième chose à tirer de ce tableau. Il n'est pas fourni automatiquement, c'est une option qu'il faut demander, qu'il faut cocher sur SPSS, donc vous n'avez pas forcément accès, mais c'est le état carré. Le état carré est extrêmement important, parce que l'état carré s'appelle en fait, c'est la taille de l'effet. Et ça, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Alors, je fais un petit aparté sur l'ANOVA. Donc, l'ANOVA, il faut savoir que, de nouveau, on s'intéresse à la variance de mes scores. La variance de mes scores, c'est quoi? C'est la variance de la satisfaction au travail. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont une satisfaction au travail très faible et pourquoi est-ce qu'il y en a qui en ont une très élevée? Comment peut-on expliquer cette disparité, cette variance? Donc, moi, dans ma satisfaction au travail, c'est quoi? C'est la variance totale. Toute la dispersion que j'observe dans les scores, c'est ma variance totale. Et je cherche à expliquer cette variance. Donc, la variance totale, elle est composée de deux choses. Elle est composée de la variance expliquée par mon modèle. Mon modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire par ma VI. Donc ici, je suis en train de tester un modèle avec comme VI la taille de l'entreprise. Et donc, l'ANOVA me fournit la variance expliquée par ma VI, qui est donc la taille de l'entreprise. Et forcément, ce qu'il reste, donc la variance totale moins la variance expliquée, ça donne quoi? Ça donne la variance résiduelle. Ça veut dire ce que mon modèle ne me permet pas d'expliquer. Et ici, j'ai fait un petit schéma. Donc, vous avez ce rectangle-là qui représente mon phénomène, ma VD, qui est donc ici la satisfaction au travail.
C'est un phénomène extrêmement complexe. La satisfaction au travail dépend de milliers de facteurs. Il y a des facteurs beaucoup plus importants que d'autres. Donc, mon rectangle représente 100% de ma variance au travail, de ma variance de la satisfaction au travail. Et mon rond gris correspond à la variance expliquée par la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise qui est ici significative. Donc, on a peut-être une petite... on a peut-être une variable significative, mais qui a une toute petite taille de l'effet. Donc, ça veut dire que vous voyez qu'elle n'explique pas grand-chose. Au contraire, on a peut-être une très grande taille de l'effet, comme c'est le cas ici d'ailleurs, où là, du coup, ma variance expliquée est quand même une part assez importante de ma variance totale. Et donc, quoi qu'il en soit, le restant du rectangle, donc tout le bleu, qui n'est pas remplacé par du gris, c'est la variance résiduelle, donc c'est la variance de l'erreur. C'est ce que je n'arrive pas à expliquer. Gardez bien ce schéma en tête, c'est important, parce que ça va vous aider à comprendre l'ANOVA. Ici, mon tableau l'ANOVA. Ça, si on regarde, ça, c'est la variance totale. Il faut regarder le total corrigé et pas le total. Ça, c'est ma variance totale. Ma variance totale, elle est composée de deux choses. Elle est composée de l'erreur et de la taille de l'entreprise. Donc, vous voyez que la part de variance expliquée est énorme comparée à la variance résiduelle. C'est plus de 2 fois plus. Et du coup, on a ici, en fait, le état carré, c'est ça, c'est la taille de l'effet. Donc la taille de l'effet, pour rappel, c'est un petit peu la taille de votre VI. Hein. Donc est-ce qu'on a une toute petite taille de l'effet ou au contraire, est-ce qu'on a une grande taille de l'effet? Et comme je vous disais, ici, on a une très grande taille de l'effet parce que ce chiffre-là, c'est un pourcentage. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que 67,7% de la variance de la satisfaction au travail est expliquée par la taille de l'entreprise. Donc, mon rond ici recouvre à 67% mon rectangle. C'est énorme, c'est les 2/3 de la variance totale. Donc ça veut dire que la variance résiduelle, elle est d'un tiers, elle est de 32% environ. Donc, le état carré, il est extrêmement utile pour nous permettre de relativiser l'importance de ma VI. Parce que par exemple, imaginez, vous avez deux variables significatives. Imaginez, vous êtes psychologue et vous savez que, par exemple, le burn-out, je donne des exemples au hasard, vous arrivez à trouver un modèle qui dit que le burn-out est influencé par deux choses. Le perfectionnisme, par exemple, à quel point la personne est perfectionniste, et deux, la taille de l'entreprise. Bon, c'est un mauvais exemple parce que ici j'ai pris la taille de l'entreprise comme VI, mais le nombre d'employés dans l'entreprise. Non, c'est une quantité. Bon, excusez-moi, on va recommencer du coup. Le genre, par exemple. Donc, imaginons, je m'intéresse au burn-out. Et pour expliquer le burn-out, je prends en compte deux variables, qui est le perfectionnisme, le degré de perfectionnisme de la personne, de l'individu en burn-out, et est-ce que c'est un perfectionnisme faible, moyen, élevé, pour que ce soit une qualitative, et deuxième VI indépendant, VI qualitative, le genre du participant, homme-femme. Voilà, donc imaginons que je mène cette étude, et là je constate que par exemple le perfectionnisme, c'est un très gros rond dans mon rectangle, donc autrement dit, la taille de l'effet est assez énorme, tandis que le deuxième, le genre, par contre, c'est pas significatif, ou on va dire que ça l'est, mais genre vraiment, c'est un tout petit, une taille de l'effet vraiment minuscule, on va dire de par exemple 5%. Donc, vous, en tant que psychologue, vous êtes face à une personne en burn-out et vous avez ces études-là en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, vous allez agir sur quoi? Vous allez agir sur le degré de perfectionnisme. Vous allez essayer de faire en sorte que
la personne qui est en burn-out devant vous soit moins perfectionniste, qu'elle puisse accepter à lâcher prise, qu'elle puisse accepter à moins contrôler, à moins faire, à moins vouloir que tout soit parfait. Entre parenthèses, le genre, on ne peut pas agir dessus. On est né une femme, on est né un homme, c'est difficile de changer la donne. Donc, la taille de l'effet, ça nous permet, c'est un indicateur extrêmement précieux qui nous permet de savoir, ok, ma variable elle est significative, mais à quel point est-ce qu'elle est importante, quelle taille est-ce qu'elle a, donc à quel point est-ce qu'elle me permet de comprendre et donc de pouvoir agir sur un phénomène. Il arrive qu'on trouve des variables significatives, des VI significatives, mais qui ont une taille de l'effet de moins d'1%. Est-ce que ça vaut la peine, en tant que psychologue, d'agir sur ces variables si l'effet est finalement extrêmement minime, si on peut agir dessus? Donc la taille de l'effet, elle sert vraiment à ça. C'est extrêmement précieux pour pouvoir apprécier à quel point notre variable a une forte influence ou pas sur notre VD. Je rajoute que, au passage, 67% c'est complètement pété comme résultat. Normalement, ça n'arrive pas souvent dans la vie d'un chercheur d'avoir un tel état carré, un tel taille de l'effet. Dites-vous que c'est parce qu'ici, moi, j'ai inventé des données de A à Z. Voilà, j'ai juste fait en sorte que ce soit significatif pour avoir une ANOVA significative. Donc, franchement, si vous voyez 20%, vous êtes content. Voilà, c'est pour relativiser un petit peu. Très bien. Donc, je reviens à mon plan. Donc, première étape, condition d'application. On l'a fait. On a bien vu que je pouvais tester, faire mon ANOVA et l'interpréter. Les conditions d'application sont vérifiées. Deuxième étape, interpréter l'ANOVA. L'ANOVA, c'est dire, ben voilà, ma VI est significative, donc ma VD varie significativement en fonction de ma VI, et je vois que la taille de l'effet est de 67,7%. Mon état carré partiel est de 67,7%. Autrement dit, ma variance expliquée est énorme par rapport à ma variance résiduelle. Bien, ça c'était la deuxième étape de l'ANOVA. Troisième étape de l'ANOVA, elle vise à approfondir, justement, la troisième étape de l'ANOVA n'a du sens que quand l'ANOVA est significative. Ici, je sais que la taille de l'entreprise influence la satisfaction de travail. Mais comment? J'ai trois tailles de l'entreprise. J'ai petite, moyenne et grande. Les individus sont plus heureux dans laquelle? Ils sont plus heureux dans la petite entreprise, dans la moyenne entreprise, dans la grande entreprise, etc. etc. Donc, pour passer à la troisième étape de l'ANOVA, il s'agit des tests post-hoc, qu'on appelle également tests de comparaison multiple. Ici, en voici un. Alors, une autre vidéo explique les différences entre Bonferroni, contraste linéaire, Tukey, etc. Donc, il y a toute une vidéo qui est dédiée à ça. Moi, ici, je suis juste dans l'interprétation de l'ANOVA, donc je ne vais pas trop m'attarder à tout ça. Je dis juste, voilà, ici, c'est un Bonferroni, donc on est bien dans un test post-hoc. Et en fait, un test post-hoc, finalement, c'est quoi? C'est comparer les moyennes entre elles. Parce que, donc, on a des gens de petites entreprises, de moyennes entreprises et de grandes entreprises. Si je regarde les moyennes, voici les moyennes. Donc, j'ai 12 individus qui travaillent dans une petite entreprise, 17 dans une moyenne entreprise et 21 dans une grande entreprise. Et j'observe que ceux qui travaillent en petite entreprise ont en moyenne une satisfaction de 8,08. Donc, pour rappel, la satisfaction au travail, ça allait de 1 à 10. 1, satisfaction minimale et 10, satisfaction maximale. Donc, ici, on a un très bon score. En moyenne entreprise, ils ont une satisfaction moyenne de 5,24. Et en grande entreprise, une satisfaction moyenne de 3,05. Donc on voit quand même directement qu'il y a des différences assez marquées, même si de nouveau ce sont des descriptives et qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a une différence. Les tests post-hoc servent à ça. Donc je reprends mon test post-hoc ici, mon Bonferroni, et vous voyez qu'est-ce qu'il fait en fait? Il compare à chaque fois
la taille de l'entreprise I à la taille de l'entreprise J. Autrement dit, là, il compare la moyenne des gens qui sont en petite entreprise avec la moyenne des gens qui sont en moyenne entreprise, la moyenne des gens qui sont en petite entreprise avec la moyenne des gens qui sont en grande entreprise. Et ici, il fait la même chose, moyenne et petite, moyenne et grande, et ici, grande, petite, grande, moyenne. Vous avez ici la différence moyenne. Autrement dit, la petite entreprise avait une moyenne de 8, la moyenne entreprise avait une moyenne de 5, donc 8 moins 5, avec les virgules, ça fait 2,85. Donc il y a un écart moyen de 2,85 de satisfaction donc, entre petite et moyenne entreprise. Il y a un écart moyen de 5 entre les gens qui travaillent en petite et les gens qui travaillent en grande entreprise. Vous voyez que là, on a un écart assez marqué. Donc c'est bien la moyenne de l'un moins la moyenne de l'autre. Vous voyez aussi que forcément les chiffres se répètent, parce qu'ici on fait petite moins moyenne, et là on fait moyenne moins petite, donc forcément vous avez à chaque fois en fait, vous avez 6 lignes au total, et en fait vous avez 3 fois vous avez 3 scores différents, donc 2 fois les mêmes. Et alors, qu'est-ce qui nous intéresse nous dans le Bonferroni? C'est ça, c'est les p-valeurs. Et là on voit en fait que toutes les différences sont significatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une différence significative de satisfaction au travail entre les gens travaillant dans une petite et les gens travaillant dans une moyenne entreprise. Il y a une différence significative entre les gens qui travaillent dans une petite et dans une grande entreprise. Et il y a également une différence entre les gens qui travaillent dans une moyenne et une grande entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens les plus satisfaits travaillent en petite entreprise avec une moyenne de 8. Ils sont significativement plus satisfaits que les gens en moyenne entreprise, avec une moyenne de 5,24, et eux-mêmes sont significativement plus satisfaits au travail que les gens travaillant en grande entreprise, qui eux ont une moyenne de 3,05. Voilà comment on interprète une ANOVA de A à Z. J'espère que c'était clair pour vous. Donc pour rappel, il y a d'abord 1, les conditions d'application, forcément c'est essentiel. 2, interpréter l'ANOVA. Donc, interpréter l'ANOVA, c'est regarder la p-valeur et regarder le état carré, la taille de l'effet si jamais on l'a. Et troisième étape, c'est regarder les comparaisons multiples afin de savoir où sont les différences entre nos différents groupes. Voilà, j'espère que c'était clair. Une très bonne journée à vous. Au revoir.